l'armée française, tout de même, c'était une armada qui était en Algérie. Dans les accords, on avait prévu qu'il fallait les ramener à 80 000 hommes au bout d'une année après l'autodétermination. Et ensuite, procéder à l'évacuation définitive dans un délai de 24 mois. En fait, oui, c'est-à-dire 3 ans, c'est toujours les 3 ans dont on avait parlé pour les droits des Européens. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'armée française a quitté l'Algérie totalement, avant une année, après l'autodétermination. « 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, scrutin d'autodétermination. Les Algériens se prononcent massivement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet, les premiers bataillons de l'ALN pénètrent dans Alger avec à leur tête Youssef Ratib. On est rentré à Alger avec 9 bataillons. Des vrais maquisards. Vous êtes rentré dans Alger? On est rentré à Alger, c'est là où il y a 4. Le premier à être rentré dans Alger. Pour l'histoire, comme pour Paris, ils disent que c'est le général Leclerc qui a... Pour l'histoire, c'est là où il y a 4 qui a libéré Alger. Donc, on est rentré en force, et là, on a invité toutes les wilayas pour venir assister. Il y a eu la wilaya 3, la wilaya 2, la wilaya 3, et des gens de la wilaya 5 qui sont venus assister aux cérémonies. D'autres ne sont pas venus. Le même jour, ce 5 juillet, le président du gouvernement provisoire, Ben Youssef Ben Khadda, pénètre à son tour dans la capitale algérienne. Avec lui, un des responsables du FLN, Mohamed Arbi. J'ai rarement vu une foule aussi dense et aussi explosive et joyeuse. Et elle nous a accompagnés sur des kilomètres. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui chantaient, qui dansaient, qui avaient fabriqué des drapeaux de toute nature. De retour également avec le GPRA, Hossein Ait Ahmed, leader historique de l'insurrection contre la France, est libéré depuis peu après 6 années d'emprisonnement. C'était un instant de bonheur et surtout de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme, les danses. C'était une atmosphère presque magico-métaphysique. C'était extraordinaire. C'est surréaliste de voir des femmes enlever leur voile, se mettre en jupon, aller embrasser les hommes. Le peuple d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la wilaya 2, un bataillon de la wilaya 3. Voilà. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khadda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole. Au niveau de la wilaya, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari, dit le commandant Asdin, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Mechta,
c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets. Inquiets, car ils savent qu'en fait, l'histoire va bientôt changer de sens. Inquiets, car pour eux, l'été 62, l'été de l'indépendance, c'est aussi celui de l'indépendance confisquée. C'était la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'homme. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tué, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. Au moment où se réalise leur rêve, l'indépendance de l'Algérie, les luttes pour le pouvoir s'exacerbent. Comment s'est jouée cette histoire, secrète, difficile et compliquée, qui va conduire à l'indépendance confisquée? Retour en arrière. 2 ans plus tôt, et retour sur les hommes, les 5 leaders historiques emprisonnés. Rabah Bitat, Ben Bella et Ahmed Boudiaf ne formaient pas, disons, un groupe homogène. Ils ont eu, sans aucun doute, on le sait maintenant, des problèmes de cohabitation en prison qui ont joué autant que les divergences politiques. Et donc, on avait Boudiaf qui était allié à Krim, Aït Ahmed qui jouait la neutralité mais qui n'avait pas de force propre. Il y avait les gens du gouvernement qui étaient branchés sur les wilayas, c'est-à-dire Krim, Bentobel et Boussouf, mais il y avait également les politiques avec Ben Khadda, Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre. Divergence entre les chefs, divergence politique aussi entre le GPRA, le gouvernement provisoire de Ben Khadda à Tunis, qui conduit alors les négociations pour la paix, et l'état-major de l'armée des frontières en Tunisie. Cette armée, que dirige un état-major général sous les ordres du colonel Boumedienne, est forte de 60 000 hommes. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée aux négociations de paix par peur d'en être exclue. C'est pendant les négociations, GPRA, le gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant la signature des accords d'Évian, et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de leur dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation. Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khadda. Boumedienne, à cette époque-là, était contre toute négociation. Et il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables. Abderrazak Bouhara, officier de l'ALN à la frontière algéro-tunisienne, où le colonel Boumedienne lui a confié le commandement d'un important bataillon. Il y avait l'idée suivante qui était répandue au sein des combattants. On se disait, il est possible qu'il y ait un accord aux dépens des combattants qui se trouvaient sur les frontières. Et c'est peut-être là une des raisons qui expliquent la grande solidarité qui existait entre les moudjahidines sur les frontières et ce qu'on appelait les unités qui dépendaient de l'état-major général. Nous, ici, on savait tout ça.
le peuple commençait à entendre que ça n'allait pas entre l'Est, entre le GPRA et le MG bien avant l'indépendance. Bien avant l'indépendance. Mais il continuait à espérer que ça allait se régler. Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumedienne n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu le point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique, pas idéologique, politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Engagé très jeune dans la lutte nationaliste, Ahmed Ben Bella est le plus connu des chefs historiques de l'insurrection. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Rardi Mao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les 5 étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon, il a acheté le coup d'État. On connaît la suite. À l'époque, Ben Bella, il n'a rien compris dans la situation. Il veut le pouvoir, il peut s'arrêter là. Boumediene, il a utilisé le Ben Bella comme pion, mais si il la même chose. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà enfin. Voilà, ça va. Début avril, la guerre est finie. Les 5 historiques sont libres, reçus en Tunisie par Boumedienne. Mais ils sont ici ensemble pour la dernière fois. La lutte pour le pouvoir les a déjà séparés. Vous savez, personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'ai profité de ma présence au Caire lors de la réunion du groupe de Casablanca, le groupe africain de Casablanca, pour aller voir Nasser et avec l'autorisation du chef de gouvernement et lui dire ceci: si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Si la digue se rompt, c'est l'atomisation. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais, de grâce, il faut intervenir parce que ce qui risque de se produire en Algérie, c'est du nihilisme, si jamais on dérive vers la guerre civile. L'acte suivant va se jouer loin d'Algérie, en Libye, à Tripoli exactement, où le GPRA convoque en mai l'ensemble des cadres nationalistes, ceux qui sont encore dans les maquis et ceux qui sont en France, au Maroc et en Tunisie. L'enjeu est important. Il s'agit à la fois d'adopter un programme de gouvernement et de ratifier les accords d'Évian. Nous, on était au maquis, on ne pouvait pas. Comment assister, comment? Et la preuve, on ne connaissait même pas les accords d'Évian eux-mêmes. Comment on pouvait le savoir? Vous n'aviez pas lu les accords d'Évian?
Comment on pouvait ça? Comment on était au Maquis? Je rappelle que nous étions restés 2 membres du conseil de wilaya, c'est tout. Vivant. Donc moi je suis resté ici et l'autre membre est parti à Tunis pour avoir justement des informations plus détaillées. Nous n'avons pas été parce que nous étions ici à Alger à faire des choses beaucoup plus importantes et plus sérieuses. C'était la lutte contre l'OAS. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une centaine de morts par jour. Nous aurions bien voulu, nous avons espéré, nous avons souhaité, nous avons désiré, nous l'avons écrit, que au lieu que ce congrès se fasse à Tripoli, qu'il se fasse à l'intérieur. Le premier congrès du FLN-ALN s'est fait un 20 août 1956 et à l'intérieur du pays. Oui, pourquoi le deuxième congrès, alors que nous sommes indépendants, ne se ferait pas à l'intérieur, avec les dirigeants cooptés, tels que moi, tels que Ami Salah et les autres, bien sûr qu'ils assistent, élargis aux cadres qui ont été formés par la Révolution. Personnellement, j'étais contre la réunion du Conseil national de la Révolution à Tripoli, parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'envoyer tous les cadres disponibles à l'intérieur du pays. Il y avait la lutte contre l'OAS, et une fois en Algérie, créer les conditions pour une préparation démocratique du congrès du FLN. C'était ça ma vision. Je m'étais opposé, mais minoritaire. Malgré tout, le Conseil national de la Révolution algérienne s'ouvre à Tripoli fin mai. Pourquoi Tripoli? Raison toujours inconnue aujourd'hui. Par sécurité et par crainte de l'OAS, aucune photo, aucune image n'a été prise de cet événement. Avec les accords de cessez-le-feu, le Conseil doit aussi adopter un programme de gouvernement. Nous, on a été à Tripoli, convoqués à Tripoli pour ratifier les accords d'Évian. Alors, quand ça a passé devant le Conseil de la Révolution, tout le monde a voté pour, à l'exception de 3 personnes. Boumdine, Nasser, colonel Nasser, ou Guy Slimane. Hein? Je ne sais pas exactement. Alors, ils ont voté contre. Quand on a dit pourquoi vous votez, parce que vous avez vendu l'Algérie à la France. Ah bon? Je dois dire en passant que la critique des accords d'Évian a été faite par les négociateurs eux-mêmes. Ben Yahya et moi. Nous étions dans cette commission et nous avons donné les faiblesses et les concessions qu'on était amenés de faire parce que ce qui nous intéressait, c'était d'installer un gouvernement sur le sol national. Sur le fond, tout le monde était d'accord. Comment organiser un État, quelle est l'orientation économique, quelle est l'orientation sociale, tout le monde était d'accord sur le programme. Il a été voté à l'unanimité. Il a été voté à l'unanimité. C'est important de dire à l'unanimité parce que ce qui va suivre après. Ali Haroun, membre de la direction de la Fédération de France du FLN, témoin privilégié de ce moment. Si vous vous reportez à la presse ou aux déclarations des uns et des autres, on va vous dire les uns sont les vrais révolutionnaires, les autres sont les contre-révolutionnaires.